Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue à ce 94e webinaire Parlons RH. Je suis Manon Consul, Content Manager chez Parlons RH et aujourd'hui je suis en compagnie de Mathieu Collonge qui est Manager Performance Pay chez EMI. Bonjour Mathieu. Merci d'être présent avec nous aujourd'hui donc pour parler de paye et puis plus précisément de comment est-ce qu'on sécurise, on optimise les charges sociales. Alors, juste avant de te laisser la parole pour que tu puisses te présenter, quelques mots sur le sommaire et sur les modalités du webinaire. Donc, comme tous les webinaires Parlons RH, celui-ci durera 45 minutes et il sera composé de 3 grandes parties. Donc, dans un premier temps, on verra de quoi parle-t-on, on donnera un petit peu de contexte sur la question de la paye. Dans un temps 2, on verra pourquoi c'est un sujet qui est important aujourd'hui pour les entreprises. Et puis, enfin, on verra les champs d'application, c'est-à-dire les solutions qui peuvent être mises en place. Chacun de ces 3 temps forts sera suivi de moments d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Donc, je vous invite à utiliser les outils d'interaction qui sont à votre disposition. Vous pouvez utiliser le chat dans un premier temps pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites, et puis pour interagir entre vous pendant toute la durée du webinaire, Et puis, en revanche, si vous avez des questions à poser à Mathieu, je vous invite à utiliser la boîte à questions qui se trouve juste à côté de l'onglet chat. Je crois que j'ai fait le tour pour les modalités et pour le sommaire. Donc, Mathieu, rentrons dans le vif du sujet. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire une petite présentation plutôt. Donc, est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire ce que vous faites chez EMI? Alors, bien sûr. Tout d'abord, merci beaucoup de nous accueillir. Donc, EMI est une société spécialisée dans le conseil sur la performance opérationnelle avec 2 grandes expertises qui sont l'innovation et les taxes d'un côté et la partie performance RH, donc ressources humaines de l'autre, qui va forcément un petit peu plus nous intéresser aujourd'hui. C'est un groupe de plus de 1000 salariés qui existe depuis maintenant 35 ans. De mon côté, donc, j'ai été d'abord consultant effectivement sur la partie optimisation des charges sociales et maintenant je gère une équipe de consultants qui justement accompagnent les sociétés pour les aider à payer le bon montant de cotisation et pas trop justement et essayer d'optimiser au maximum par rapport à toutes les possibilités qui peuvent exister. Super. Je vois sur la présentation que vous avez 8450 clients sur la division Performance RH. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu plus de détails sur qui sont vos clients, la taille, les secteurs d'activité, etc. Alors, en termes de taille, on a un petit peu toutes les tailles on va dire, de 50 salariés jusqu'au grand groupe du CAC 40. Donc, c'est vraiment un panel assez large. On travaille pour tous les secteurs. Il n'y a pas de spécialisation. On travaille vraiment pour tous les secteurs d'activité et sur toute la France et les DOM. Ok. Et alors juste avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, pour parler de votre actualité chez EMI, j'ai vu que vous accompagnez vos clients sur notamment tout ce qui est critères ESG. ESG, effectivement. On a lancé une nouvelle offre sur ce point qui est un gros point d'actualité pour les sociétés et qui va générer forcément des coûts et des enjeux importants pour les structures. Donc, l'idée, c'est de les accompagner sur cette partie ESG RSE. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, aujourd'hui, Mathieu, on est réunis pour parler de sécurisation et d'optimisation des charges sociales. Donc, dans la première partie, on va voir un petit peu poser un peu les bases, mettre un petit peu de contexte sur ce sujet-là. Donc, je te laisse la parole. Selon toi, quel constat est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les sujets relatifs à la paye? Alors, plusieurs choses. Effectivement, la question c'est pourquoi et comment on peut sécuriser sa paye actuellement. Comment on peut également l'optimiser pour que les sociétés ne payent pas trop de cotisations dans un contexte qui, en parallèle, est fortement inflationniste. La problématique qu'on a, c'est que la France, encore une fois, a été élue championne du monde de la complexité de la paye. Donc, on voit que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à gérer et justement à sécuriser. Comment ça se fait, juste il y a plusieurs raisons, mais la première, c'est qu'on a une centaine de modifications par an au niveau
au niveau de la paye. Alors, toutes ces modifications ne concernent pas forcément toutes les structures, mais certaines modifications sont plus impactantes au niveau national que d'autres. Dernier sujet là sur lequel vont travailler et travaillent déjà beaucoup de logiciels et de services RH, c'est la partie congés payés avec l'acquisition de congés payés en cas d'absence maladie, suite justement à la sortie des textes tout récents. On a également des règles qui sont parfois floues. Les textes ne sont pas toujours très clairs. Vous avez des optimisations, vous avez des cotisations que vous pouvez parfois cumuler avec d'autres ou justement non, et ça va dépendre des cas, et c'est un petit peu toute cette difficulté à gérer pour les services paye RH. Ok. En parallèle, on a quand même des outils RH qui sont de plus en plus fiables, ça c'est un fait, mais qui nécessitent, et on va le voir, des mises à jour, car le logiciel quand il est mis en place à un instant T, il est peut-être très bon, mais est-ce que 3, 5, 10 ans après, est-ce qu'il est toujours parfaitement au point? C'est des choses qui se gèrent et qui se surveillent. Enfin, quand on parle de la complexité de la paye, on parle aussi des nombreuses CCN, donc les conventions collectives, qui vont justement d'une société à l'autre vous obliger à certaines particularités dans votre paye, en plus de l'activité même de votre société, qui, elle, est forcément différente peut-être de celle de son voisin. Tous ces éléments font qu'effectivement, on retrouve régulièrement des écarts au niveau des cotisations, au niveau de la paye, que ce soit en risque ou en manque à gagner. Donc, pour résumer, on est dans un contexte, surtout au niveau français, qui est assez complexe au niveau de la paye. Et puis d'autant plus que le nombre de contrôles URSSAF s'accélère. Exactement. Alors, on a parlé des risques et en parallèle, on voit chez nos clients une accélération du nombre des contrôles URSSAF, ce qui n'est pas illogique puisque pendant la période Covid, on a eu une pause, voire un arrêt de ces contrôles. Donc, l'URSSAF est en train d'essayer de rattraper, entre guillemets, un petit peu son retard. On oublie aussi souvent que lors des contrôles URSSAF, vous n'avez pas que la paye. Certes, le service paye est le premier concerné, mais vous avez d'autres services qui sont également analysés par le contrôleur. On va parler des services comptabilité finance pour la gestion des frais ou de certains versements d'organismes comme la prévoyance. Mais vous avez également le CSE qui va être vérifié. On a eu le cas chez un de nos clients où le CSE avait par exemple versé des cadeaux au cours de l'année et bien fait attention au seuil d'exonération possible. Donc tout était parfaitement maîtrisé. Et puis en fin d'année, ils ont eu il leur restait un petit peu de budget, donc gentiment, ils ont fait, en l'occurrence, une boîte de chocolat de fin d'année pour leurs salariés. L'année suivante, quand le contrôleur est venu, il a cumulé effectivement les cadeaux qui étaient parfaitement bien, calculés, et il a rajouté cette boîte de chocolat. On a franchi les seuils d'exonération. La société s'est retrouvée avec un redressement sur la totalité des cadeaux du CSE, avec des charges à payer dessus. On voit bien qu'en gros, les écarts ne sont pas forcément liés qu'à la paye, que ça peut effectivement concerner d'autres services. Et c'est ça qui devient encore un petit peu plus compliqué. Si on parle des services RH, ça leur fait effectivement beaucoup de choses à vérifier. On a des analyses qui sont effectivement assez chronophages. Et surtout en face, il ne faut pas l'oublier, les services paye ont des timings à respecter. C'est-à-dire que chaque mois, vous avez effectivement la paye à sortir. Les salariés n'aiment pas trop être payés en retard. Vous avez les déclarations à faire à l'administration, qui elles non plus n'aiment pas être payées en retard. Donc ça vous coupe votre mois. Certaines analyses, je l'ai dit, sont longues à mettre en place et vous n'avez pas forcément ce temps nécessaire, en plus d'être coupé par le salarié qui vient vous voir pour ses heures, pour sa régule du mois précédent ou qui vient vous voir pour une prime diverses et variées. Tout ça fait que les services sont surchargés et qu'en plus, comme dans beaucoup de secteurs, c'est difficile d'embaucher en cas de croissance d'activité ou de changement d'activité quand vous rachetez des différentes structures. Merci Mathieu pour cette introduction de cette première partie. Alors on va faire dès à présent une petite pause pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous rappelle de ne pas hésiter à utiliser la boîte à questions qui se trouve à côté de l'onglet chat pour poser vos questions à Mathieu. On viendra piocher les questions dans cette boîte.
pendant cette pause et puis pendant les autres pauses questions. Pour vous laisser le temps d'écrire sur vos petits claviers, moi j'ai une question pour toi, Mathieu. Selon toi, pourquoi est-ce que les services paie sont pas toujours en mesure de garantir les calculs de paie ou de charges sociales? Alors, on l'a dit, le principal point, pour moi, c'est le manque de temps. C'est vraiment ce qui va souvent bloquer les services paye. C'est ce manque de temps, ce manque d'effectifs également dans certains services où dès que vous avez une absence ou des congés, ce qui est bien normal, vous vous retrouvez effectivement avec une surcharge de travail et pas le temps de prendre ce recul pour vérifier si tout est bien paramétré, si toutes les informations que l'on vous fournit de différents billets, que ce soit au niveau des salariés ou de la GTA, est-ce que c'est bien intégré correctement dans votre paye? Vous avez également parfois des problématiques sur des évolutions importantes dans une structure, quand vous avez un rachat de société par exemple, où vous pouvez vous retrouver avec 2 payes à faire en parallèle sur 2 logiciels différents, dont un que vous ne maîtrisez pas forcément. Et donc là, le temps d'harmoniser, de ramener, gérer la paye de la nouvelle société sur celle existante, vous vous retrouvez avec peut-être des difficultés à gérer cette nouvelle paye. C'est la même chose quand vous avez des transitions avec des départs de salariés, où la transition n'est pas forcément toujours simple à faire entre le nouvel arrivant et celui qui part. Alors, on a une question sur comment on procède pour auditer et qu'est-ce qu'on va vérifier en premier. Alors, pour auditer, on va partir principalement, le premier document, ce sont les bulletins de paye. C'est la base de tout audit pour vérifier si les cotisations sont bien payées. On va regarder effectivement également les cumuls de rubriques qui vont vous donner justement cette vision globale, cette vision annuelle. Donc les cumuls de rubriques qui vont vous regrouper pour tous les salariés et l'ensemble des montants passés sur une année. Ce qu'on vérifie en premier, ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des structures, du type de structure, mono-établissement ou plusieurs établissements, plusieurs sociétés. Il n'y a pas de règle absolue. Chaque société étant différente, chaque audit l'est aussi un petit peu. Merci Mathieu pour ta réponse. Merci également à Coralie pour votre question. Comme il n'y a pas d'autres questions pour le moment, je propose de passer à la deuxième partie. Donc, c'est vrai que dans la première partie, on a vu que la gestion de la paie, c'était un processus qui était assez complexe dans un contexte assez complexe. Donc, c'était beaucoup de complexité. Donc, maintenant, on va voir pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est important, notamment parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont liés. Alors, on va pas se leurrer, la première raison de vérifier, de sécuriser sa paye, ce sont les impacts financiers. Pour resituer un petit peu, la France a le 5e plus haut coût de la main-d'œuvre en Europe, derrière certains pays nordiques, le Luxembourg, le Danemark. Alors, c'est pas tant que notre taux horaire payé aux salariés est le plus élevé, ou dans les plus élevés, c'est surtout qu'on le voit, on est le 2e pays d'Europe après la Suède sur le montant des charges employeurs. Donc c'est surtout ces charges employeurs qui vont faire augmenter le coût du travail en France. On aime bien rappeler, quand vous payez 100 € à un salarié, il va toucher à peu près 75-80 €, déduction faite de ses charges salariales. Mais vous, l'entreprise, vous allez payer en moyenne 45% en plus. Donc pour 75 € versés en aide pour le salarié, c'est quasiment 145 € versés par la société. Donc les enjeux multipliés par le nombre de salariés sont forcément très importants. Et en plus, comme l'a indiqué la Banque de France, on a eu des augmentations de salaire assez importantes ces dernières années, 5% en 2022. Là, on était plutôt sur du 1% en moyenne les périodes précédentes. Donc, clairement, le premier enjeu, il est financier. Également faire attention sur certains contrôles URSSAF qui peuvent malheureusement aboutir à des redressements importants et qui mettent en difficulté en termes de trésorerie et d'activité certaines entreprises.
Et puis, du coup, il y a des optimisations, des bonnes pratiques qui sont possibles. Alors effectivement, on ne va pas être trop anxiogène non plus. Il y a des choses à faire, il y a des optimisations possibles. L'un des principaux leviers pour alléger ces charges sociales, ça reste la réduction générale des cotisations, mieux connue à l'époque sous le nom de réduction Fillon, qui est en fait un mécanisme qui vous permet de venir réduire vos charges en calculant en fait un ratio. Vous comparez l'horaire rémunéré de votre salarié à la rémunération qu'il a perçue. Dit comme ça paraît un petit peu simple. La problématique, c'est justement de déterminer cet horaire rémunéré où vous avez beaucoup d'heures qui vont rentrer en compte entre le salaire de base ou les heures supplémentaires. Vous allez aussi avoir des ratios à calculer quand le salarié est en absence. Là, ça se complexifie déjà, puisque d'une absence à l'autre, le ratio ne sera pas forcément calculé de la même manière. Sur vos heures, si on revient sur les heures, d'une société à l'autre, à l'intérieur du même groupe, certaines seront éligibles et d'autres ne seront pas éligibles, puisqu'elles ne sont pas issues du même accord, ou qu'elles ne rémunèrent pas le même type de temps de travail. Et pourtant, elles sont rémunérées parfois au même taux. Donc, c'est tous ces calculs-là qui sont complexes, mais les enjeux sont plus qu'importants, puisqu'on le dit, 6 700 € pour un salarié au SMIC en 2023, ça fait une baisse importante de vos charges. La réduction générale, c'est 30 à 40 milliards d'euros par an d'allègement pour les entreprises. Après, on le note, les services payent sont compétents, c'est pas la problématique. La problématique, c'est d'être compétent sur toutes les cotisations, sur tous les secteurs. Et c'est là où ça devient effectivement compliqué. Mais il y a des choses à faire sur justement ces optimisations. D'autant plus que la paye, c'est une gestion qui est d'abord humaine, il ne faut pas l'oublier. Effectivement, ça c'est un point important. Derrière tous ces chiffres, c'est quand même des personnes qui travaillent. Et l'idée, c'est d'avoir les bonnes personnes, je dirais, au bon endroit. Alors, dit comme ça, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais l'organisation de votre paye qui était tout à fait valable et cohérente quand vous avez lancé votre société à 5-10 salariés avec une personne qui faisait la paye plus d'autres activités, mais qui faisait la paye en parallèle, n'est peut-être plus la personne idoine quand vous avez une forte croissance et que vous vous retrouvez à 100 ou 200 salariés. Mais ce qui est vrai pour une personne de l'entreprise est aussi vrai pour, par exemple, un cabinet d'expertise comptable que vous avez choisi quand vous avez lancé votre société, qui était parfait, qui est en plus spécialisé de votre secteur. Mais depuis votre société, vous avez racheté d'autres structures avec d'autres activités, vous êtes beaucoup plus nombreux. Est-ce que cette expertise comptable, qui reste un expert comptable, est-ce qu'il est toujours compétent pour gérer toute votre paye? L'autre complexité, on l'a noté, ce sont les grands groupes. Les grands groupes avec plusieurs activités et répartis sur parfois plusieurs régions. Les calculs de cotisation ne sont pas forcément les mêmes selon les départements, selon les régions de France. Est-ce que la personne au siège à Paris ou ailleurs en France d'ailleurs est bien au fait de toutes les subtilités de chaque région? Ensuite, gestion humaine, il faut une bonne organisation pour gérer certaines actions qui peuvent être chronophages et très administratives et que vous avez besoin de faire en parallèle de la paye que vous faites déjà. On a pris l'exemple des IJSS, donc les indemnités de la sécurité sociale. Effectivement, on voit que 20% de ces indemnités ne sont pas récupérées par les entreprises en moyenne. 20%, ça fait une perte moyenne à peu près de 150 € par an et par collaborateur. Donc les enjeux sont très importants. Pourquoi elles ne sont pas récupérées? Parce que peut-être le dossier est incomplet et qu'il faut relancer le salarié qui n'a pas fourni un document. Peut-être que votre dossier est pas sur le haut de la pile du gestionnaire et qu'il faut rappeler pour justement refaire remonter ce dossier. Peut-être que les versements n'ont pas été les bons. Puisque les calculs ou les éléments fournis par la société n'ont pas été corrects, toutes ces possibilités-là prennent du temps. Et puis, pour information, la CEPAM ne traite les dossiers qu'un par un. Donc, si vous êtes un grand groupe et que vous avez 15 ou 20 dossiers à relancer, c'est 15 ou 20 appels. C'est long. Et pas forcément très intéressant, en tous les cas très motivant. Effectivement.
Et en plus, bon, ok, la paye, c'est une gestion humaine, mais les conséquences en cas d'erreur peuvent être assez Alors, on l'a dit, importantes, assez néfastes. effectivement, ça peut être très important en termes de montant. Ce qu'il faut savoir, c'est que 90% des contrôles URSSAF, comme on l'a noté, aboutissent à des régularisations. Alors, on précise bien régularisation, c'est-à-dire que ce ne sont pas forcément que des redressements, ça peut également être des crédits. Mais globalement, on a quand même plus souvent des redressements que des crédits. Certains redressements peuvent porter sur, par exemple, des absences de justificatifs. C'est-à-dire que vous avez mis en place une indemnité que vous avez exonérée à juste titre, donc le fonds est justifié, mais par contre, vous n'arrivez pas à fournir les bons éléments. Donc, vous allez être redressé, non pas sur la logique de base, mais vraiment sur la capacité à fournir tous ces éléments au contrôleur lors de son passage. Merci Mathieu. On va refaire une nouvelle pause pour prendre vos questions. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à utiliser la boîte à questions pour poser vos questions à Mathieu. En attendant, moi, j'ai une question. On parlait des contrôles URSSAF juste à l'instant. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu quels sont les principaux motifs de redressement lors d'un contrôle URSSAF? Bien sûr. Alors, l'un des points les plus contrôlés, qui est contrôlé à chaque fois et qui génère malheureusement souvent des écarts, on l'a dit, c'est la réduction générale. Elle est contrôlée parce que les montants sont importants et elle est contrôlée parce qu'elle est difficile à calculer. Donc, on a souvent des petits écarts ou des gros écarts qui sont mis à jour par les contrôleurs. Vous avez également tout ce qui est les indemnités qui sont versées en aide, justement. Est-ce que vous avez bien tous les justificatifs? Est-ce que vous avez bien respecté les bons plafonds? Vous avez la question des indemnités en cas de départ des salariés, qui sont aussi des choses qui sont regardées. Et puis, on a deux nouveaux sujets qui arrivent, alors qui sont logiques de par la période à laquelle ils ont été mis en place. Le premier sujet, c'est le versement de mobilité. On a eu des grosses modifications dans les années 2018-2019. On a vu que donc post-Covid 2020-2021, donc les sujets arrivent maintenant et sont contrôlés puisque les conditions sur ce versement de mobilité ont été durcies à l'époque et certaines exonérations qui étaient possibles précédemment, entre autres sur toute la partie commerciaux, salariés qui se déplacent, itinérants, n'est plus forcément possible maintenant ou sous conditions très difficiles, je dirais, à respecter. Donc ça, c'est l'un des motifs que l'on voit arriver maintenant de plus en plus souvent. Le deuxième sujet de contrôle, je dirais un petit peu nouveau, c'est le contrôle de la DOTH, donc la déclaration pour l'emploi des salariés en situation de handicap. C'était avant déclaré auprès de la GFIP, c'est devenu une compétence de l'URSSAF depuis 2020. Donc depuis 2020, vous devez échanger votre mode de déclaration, puisque vous ne le faites plus sur la GFIP, vous le faites sur la DSN, vous faites des déclarations mensuelles et une déclaration annuelle. Les modalités de déclaration ont changé et la manière de calculer cette contribution pour le handicap a également évolué. Donc c'est clairement un sujet là qui est maintenant regardé par les URSSAF et sur lequel on risque d'avoir des erreurs. Merci Mathieu. Alors on a une question de Marion qui demande: est-ce que vous auriez des conseils pour vivre au mieux un contrôle URSSAF? Alors, oui, alors les conseils, le contrôleur URSSAF, ça reste un humain. Donc, le mieux, c'est quand même de le mettre dans les meilleures conditions, dans le sens, si vous accueillez correctement quelqu'un, vous avez quand même plus de chances de pouvoir échanger avec lui, de pouvoir comprendre ses demandes. Et puis, vous avez plus de chances que ce contrôleur, peut-être, il puisse prendre en compte votre bonne foi sur un écart que vous n'avez pas vu. Et peut-être d'avoir juste une observation pour l'avenir et pas un redressement sur le passé. J'ai effectivement en tête un contrôle qui, pour le coup, s'était pas très bien passé, mais la société avait mis le contrôleur au fin fond des bureaux non chauffés, et quand le contrôleur a demandé les justificatifs pour une indemnité, ils l'ont envoyé aux archives pour chercher dans les cartons. Ça n'a pas loupé. Résultat du contrôle, redressement pour manque de justificatif non ou mal fourni.
À la fin, c'est bien la société qui allait aux archives les chercher. Et le contrôleur n'a pas eu d'indulgence, puisque dès le début, il a bien senti qu'on n'était pas dans les meilleures conditions. Donc, un contrôle, c'est normal, c'est un passage obligé. Je ne veux pas vous dire que c'est agréable forcément, mais la personne qui le fait en face est comme vous, elle fait son travail et elle essaie de le faire au mieux. Il n'y a pas de raison de lui mettre des bâtons dans les roues. Très bonne réponse. Merci Marion également pour votre question. Alors moi, il n'y a pas beaucoup de questions pour le moment, mais c'est pas grave parce que moi j'en ai. Donc je vais y aller. En parlant de la gestion de la paye, aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises qui externalisent cette gestion-là. Oui. Selon toi, est-ce qu'il vaut mieux externaliser la gestion de la paye ou au contraire s'outiller des bonnes solutions, des bons outils pour le faire en interne? Alors, il n'y a pas de solution miracle malheureusement et je vais peut-être décevoir des personnes, mais en fait ça va dépendre vraiment, encore une fois, des compétences internes que vous avez, de votre structure. Les grands groupes ont tous leur propre service paye RH. Certains même développent leurs propres outils, leurs propres logiciels. Mais sur des structures parfois plus petites, il peut être intéressant effectivement d'être accompagné par un cabinet qui lui ne fait que ça. Ça va vraiment dépendre à la fois de votre activité, de votre développement, de votre souhait aussi. Il n'y a pas de solution miracle. On voit des très belles choses faites par des cabinets et par des services paye et des erreurs des deux côtés. Malheureusement, on l'a dit, la complexité, mais il n'y a pas de solution parfaite. C'est vraiment au cas par cas et en fonction aussi du temps et des finances de chaque société. Merci Mathieu. Alors je vous propose de passer à la troisième partie, donc le champ d'application, les solutions qui peuvent être envisagées, mises en place pour sécuriser et optimiser sa paye et la gestion des charges sociales notamment. Donc Mathieu, comment est-ce qu'on contient la masse salariale tout en répondant aux demandes, aux besoins des collaborateurs? Alors, souvent, effectivement, on est tenté, suite aux demandes des collaborateurs, d'augmenter le salaire brut. C'est la réponse la plus simple, mais effectivement, on l'a vu par rapport aux charges, c'est pas forcément celle qui est la plus intéressante. Ce qu'il faut regarder, c'est effectivement est-ce que vous pouvez passer par des avantages en nature, que ce soit véhicules ou nouvelles technologies. Mais il n'y a pas forcément que des demandes parfois financières, ça peut être aussi la mise en place, et on l'a beaucoup vu ces dernières années après le Covid, du télétravail. Le télétravail va permettre pour certains salariés qui ont par exemple des déplacements importants entre leur domicile et le lieu de travail, de réduire ces frais. Si vous avez 2 jours de télétravail et que vous économisez votre trajet, vous n'avez rien de plus en net ou en brut sur votre bulletin, mais effectivement à la fin du mois, vous avez économisé de l'argent et en plus, vous avez peut-être eu un gain en termes de gestion de votre vie personnelle. Donc, vraiment, le salaire brut, c'est une solution, mais c'est clairement pas toujours la plus simple et la plus avantageuse. L'autre solution, ça peut être d'optimiser les versements d'indemnités en net. Pourquoi? Puisque vous avez, par exemple, comme on l'a cité, le télétravail, la possibilité, sous certaines conditions et sous certains montants, de verser directement en net pour les salariés sans soumettre à charge. Ce sont typiquement des versements à optimiser et à maximiser en cas de demande des collaborateurs. Le dernier point, pour réduire au sens large, et ça sans forcément répondre à une demande directe des collaborateurs, c'est d'exploiter certains mécanismes comme les aides à l'embauche. Les aides à l'embauche, ça peut représenter plusieurs milliers d'euros quand vous venez embaucher des salariés alternants ou des salariés qui étaient en situation de chômage précédemment. Situation de chômage dans des quartiers qui sont qu'on appelle quartiers prioritaires de la ville, avec les emplois francs, où vous allez avoir des sommes qui sont versées à l'entreprise pour les inciter justement à faire ce type d'embauche et pour réduire la facture liée à ces embauches. Il y a un dernier point qui n'est pas noté, mais un sujet qui est aussi important à traiter pour les entreprises, c'est toute la partie risque professionnel.
il y a ce qu'on appelle le taux AT. Le taux AT, c'est un pourcentage que vous appliquez sur l'ensemble de votre masse salariale en fonction de la sinistralité de votre entreprise. Ce taux, il peut varier et il peut générer des gains ou des pertes très importantes. Mais ce taux, il se travaille en fait en amont. C'est-à-dire qu'il va se travailler d'abord sur la prévention. Et là, on n'est plus sur le service paye, on est sur le service RH et la production souvent. Il va se travailler ce taux sur les déclarations. Faire une déclaration d'accident de travail, malheureusement, quand il arrive, même si on a fait de la prévention, c'est faire attention que cette déclaration soit la plus précise possible pour qu'on ne laisse pas en fait place à l'ambiguïté et à une décision qui serait peut-être pas forcément favorable de l'administration, qui imputerait à l'entreprise une responsabilité trop importante sur cet accident. Et puis le dernier point, c'est effectivement de contrôler derrière le taux, les durées d'arrêt de travail et les niveaux, d'incapacité qui ont été donnés. Et ça, pour le coup, on peut, dans certains cas, faire intervenir des médecins pour venir confirmer ou pas, ou infirmer justement, est-ce que ces arrêts sont justifiés. Et ça peut avoir des conséquences très importantes en termes de montant pour les entreprises. Donc, il y a d'autres leviers, effectivement, pour contenir la masse salariale pour les entreprises. Merci Mathieu. Et voilà, c'est un peu le cœur du sujet du jour. Comment est-ce qu'on sécurise, on optimise sa paie finalement? Alors, effectivement, on a le premier point, c'est peut-être de faire auditer ses charges sociales, de faire auditer aussi directement son logiciel. On a donc l'audit des charges sociales, on va justement venir regarder si toutes les optimisations en fonction du lieu, en fonction de l'activité, sont bien mises en place. Est-ce que les plafonds d'exonération sont bien respectés? Et si on peut faire mieux. Vous pouvez également faire ce qu'on appelle un livre blanc sur votre outil de paie. Le livre blanc a plusieurs intérêts. Il va venir déjà lister toutes les pratiques de votre logiciel et vérifier si elles sont cohérentes, si elles sont justifiées par rapport aux accords, par rapport à la convention collective. Et puis ce livre blanc, il va vous servir à plusieurs choses. Il va vous servir, par exemple, en cas de changement de gestionnaire paye, pour que le nouveau puisse avoir une sorte de bible ou un référentiel sur lequel se reposer pour comprendre et pour appliquer correctement les payes qu'il va devoir gérer par la suite. Le dernier point, ce livre blanc, il peut être aussi intéressant en cas de changement de logiciel. On a dit, votre société évolue, vous aviez un outil qui était parfaitement adapté quand vous étiez 50 salariés, vous avez racheté des confrères, vous avez grandi, vous faites maintenant 500 salariés, peut-être que l'outil n'est plus le bon. Comment on passe du premier au deuxième avec ce livre blanc, ça peut être intéressant. Mais voilà, regardez ce que vous payez, faire des audits externes avec des gens qui peuvent avoir justement ce temps, on l'a dit, et qui ne sont pas, eux, bloqués par la sortie de la paye et les déclarations. Deuxième point, ça va être externaliser les tâches qui sont parfois très administratives et très chronophages pour les services. On a parlé des IGSS qui pouvaient être la récupération des indemnités de sécurité sociale qui pouvaient être très longues. Mais vous avez d'autres tâches, les visites médicales qui peuvent prendre du temps aussi au service RH Paye, les déclarations d'accident du travail qui peuvent être également externalisées et qui pour le coup vont justement venir vérifier qu'elles sont bien faites, bien dans les temps et bien référencées pour limiter l'impact financier derrière. Puis dernier point, tout ça c'est pour arriver à un contrôleur SAV qui, si possible, se passera le mieux possible. Donc c'est de l'anticiper avec toutes les actions que vous avez pu mener en amont, on l'a dit. Mais il ne faut pas oublier que le contrôleur SAV, ça s'analyse, ça se contrôle. C'est-à-dire que quand vous avez les résultats, votre lettre d'observation avec les différents motifs de redressement, vous allez peut-être que le redressement est justifié sur le fond, mais peut-être pas toujours sur la forme, ou inversement. Donc le calcul parfois n'est pas justifié puisque le contrôleur n'a pas eu les bons documents. Si vous lui fournissez dans le cadre de votre contestation, peut-être qu'il peut revenir sur sa décision et dans ces cas-là, vous annulez une partie du redressement. On a eu le cas chez un client, par exemple, où le contrôleur avait dégagé un crédit. Donc,
plutôt sympathique. En tous les cas, il avait bien fait son travail. Il avait dégagé un crédit lié au versement mobilité. En analysant la lettre d'observation, on se rend compte que ce crédit, il ne concernait qu'une partie du périmètre, parce qu'il n'avait apparemment pas eu les données pour faire le calcul sur l'autre partie. Ce que l'on a fait derrière, c'est effectivement prendre le temps de tout chiffre réel pour l'ensemble du périmètre et proposer au contrôleur SAF d'augmenter ce crédit. Il était déjà d'accord sur le fond, c'est juste qu'il n'avait pas pu faire la totalité. On vient dans ces cas-là compléter l'analyse du contrôleur et on essaye de minorer encore plus le redressement. Et puis ça rejoint ta réponse à la question de Marion, je crois, tout à l'heure sur voilà, le contrôleur URSSAF reste un être humain comme nous, exactement. Mais il faut aussi le traiter comme un être humain. Exactement. Après, il faut, dans le cadre de cette contestation, ça sera d'autant plus facile d'obtenir certaines minorations si ça s'est bien passé en amont avec lui. Sinon, le risque, c'est que tout de suite, ils vous disent non, ça parte en procédure derrière, et ce qui est intéressant ni pour l'entreprise, ni même pour l'administration. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, il nous reste une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, je vois qu'il y en a quelques-unes dans le chat. On va jeter un œil ensemble juste après. Mais moi, j'ai quand même des questions et c'est un peu le privilège de l'animatrice. Donc, je ne me gêne pas. Ma première question, c'est quelle solution peut être déployée en interne pour sécuriser sa paie au maximum, ou en tout cas essayer de la sécuriser? Alors, il y a des choses qui sont quand même plutôt efficaces et on le voit nous chez nos clients, c'est quand vous avez des outils qui sont effectivement, on l'a dit, adaptés. Je dirais presque conviviaux, ludiques, c'est-à-dire que pour récupérer tous ces justificatifs, par exemple, vous avez le système basique avec le mail et puis merci de déposer dans la bannette. C'est pas toujours le plus simple, c'est pas toujours le plus facile pour conserver tous les éléments, c'est pas toujours le plus facile pour les fournir aux contrôleurs. Vous avez maintenant plein d'outils de questionnaires qui viennent vous récupérer automatiquement les justificatifs, qui viennent parfois même vérifier si ces justificatifs sont valables ou pas, avec des formalismes attendus. Et ainsi, vous pouvez les stocker, les fournir rapidement, avoir un suivi précis, avoir des relances automatiques pour les salariés qui n'ont pas répondu. Donc voilà, des bons outils, il n'y a pas que l'outil paye, mais des bons outils à côté peuvent vous permettre effectivement de gagner du temps, on a vu que c'est important, et de fiabiliser tous ces process. En parlant de fiabilité et d'outils, comment est-ce que quand on a un logiciel pour gérer ça, on s'assure de sa fiabilité? Eh bien, il y a effectivement l'audit externe, ou alors l'audit interne, qui est possible aussi, si vous dégagez du temps à vos équipes pour le faire. Mais il faut pouvoir dégager quand même du temps aux équipes. On en a parlé, le livre blanc est une bonne solution. C'est effectivement de lister tout ce qui est fait et les raisons et voir si ces raisons sont justifiées. Et puis après, de vérifier les calculs. C'est là où ça devient forcément très très long, mais vérifier les différents calculs et ceux qui peuvent être les plus à risque. Merci beaucoup Mathieu. Alors, on a quelques questions, si tu veux qu'on jette un œil ensemble pour voir si on a auxquelles tu voudrais répondre. Ça c'est intéressant. Oui. Alors, il y a une question de Stéphanie qui demande, y a-t-il des outils de contrôle pour vérifier les allègements de cotisations patronales? Malheureusement, non. Alors, en tous les cas, pas à notre connaissance. Vous avez des trames qui peuvent exister, des trames de base, avec la formule qui est paramétrée dedans et qui va vous donner un montant. La problématique que vous allez rencontrer, c'est de choisir et de savoir quelle bonne information et quelles bonnes heures vous devez rentrer dans cet outil. Donc, des outils, l'outil sera juste en fait un fichier de calcul, mais c'est comme votre logiciel de paye, mais il ne va pas vous permettre en fait d'analyser
exactement si telle ou telle rubrique doit être prise en compte. Ça reste de l'humain. Il faut que vous puissiez regarder comment sont calculées vos absences, comment sont calculées vos indemnisations. Et ça, il n'y a aucun outil qui est possible pour toutes les sociétés, puisque toutes les sociétés ne calculent pas leurs absences et n'indemnisent pas les mêmes éléments en cas d'absence maladie, en cas d'absence accident du travail. Merci Mathieu et merci Stéphanie pour votre question. Tout à l'heure, on parlait aussi de faire des audits des charges sociales. Oui. Est-ce que quand on en fait, on trouve souvent des optimisations derrière à mettre en place? Alors oui, comme les contrôleurs, on trouve régulièrement des écarts, puisque on a expliqué, on a une complexité très importante. Je ne sais pas si on est à 90% comme les contrôleurs, mais effectivement, on trouve quand même des écarts quasiment sur tous les dossiers. Parfois des écarts en risque, souvent des écarts en économie, qui peuvent être de l'ordre de quelques milliers d'euros, ou parfois de l'ordre de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, selon les cas, selon les tailles d'entreprise, selon l'origine de l'écart. Merci. Oui, donc je vois dans la boîte à questions qu'il y a 2 questions qui portent sur l'IA et sa fiabilité. Ouais, c'est ça, en gros. Sa fiabilité sur la gestion de la paye. Alors, je pense qu'on n'a pas encore assez de recul à l'heure actuelle sur la capacité de l'IA à gérer une paye de manière efficace. Je ne suis pas un spécialiste en toute transparence de l'IA, mais ça pourra forcément aider. Il y aura forcément des choses qui seront plus faciles à gérer grâce à l'IA sur peut-être certains points de traitement d'heures, de descente de GTA, de récupération de données et qui permettront de faire gagner du temps à l'expert paye. Mais il y a un moment donné, le salarié, il viendra aussi toujours voir le service paye et RH quand il a un souci. Et ça, l'IA, elle aura, je pense, un tout petit peu plus de mal à le gérer. Mais il y a des choses qui vont se développer, c'est sûr. Maintenant, savoir est-ce que ça va être parfaitement fiable et tout de suite, c'est compliqué de répondre. Je pense qu'il faut laisser un petit peu de temps et prendre un petit peu plus de retour d'informations sur ces sujets. Merci beaucoup Mathieu et merci également à Xavier pour votre question. Le webinaire touche à sa fin. Avant de se quitter, Mathieu, j'ai encore 2 questions qu'on pose toujours à la fin des webinaires Parlons RH. C'est le coup de cœur et le coup de com'. Donc, on peut commencer par le coup de com' si tu le souhaites. Alors, le coup de com', ça va plus être, je dirais, faites analyser vos payes et prenez le temps, prenez soin de vos services RH, car effectivement, ils sont très importants au niveau des entreprises et vos services RH paye, j'entends au sens large, car on le voit souvent, des départs ou des absences, c'est quand même souvent une des origines de ces écarts. Sur le coup de cœur, moi j'aime bien me rappeler d'un dossier pour un grand groupe, pour le coup français du CAC 40, où on avait travaillé des semaines sur une optimisation et sur un recalcul. Et quand on a présenté les résultats donc aux responsables, ça chiffrait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais gentiment, en fait, il m'a répondu qu'à l'échelle de tout ce qu'il payait lui en mensuel, voire en annuel, ça restait minime. Et effectivement, moi j'étais déçu par rapport au temps passé, mais je m'étais dit, en fait, surtout le client, je pense, attendait par rapport à la quantité qu'il payait, avoir des écarts plus importants. Non, il faisait bien sa paye. Ce qui a été intéressant derrière, c'est qu'il a dit, on va quand même aller chercher les sommes parce que ces sommes nous permettront peut-être justement d'avoir une embauche et donc d'ouvrir
d'améliorer aussi, on l'a dit, la vie des services avec une ou deux personnes en plus pour gérer tout ça. Et voilà, c'était une belle expérience passée. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience. Merci également pour ta présence aujourd'hui, pour Merci à vous. ce que tu nous as appris. Merci également à vous tous d'avoir été présents, d'avoir participé dans le chat, dans la boîte de questions. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore. Bonne journée à tous. Merci. Merci. Et à très bientôt.